J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de savoir exactement ce qu'il fallait faire et pourtant ne pas réussir à changer? Je m'appelle Jeanne, je suis hypnothérapeute et cette question me fascine depuis des années. Parce que quand je regarde ma propre vie, je me rends compte que j'ai changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'environnement et plusieurs fois d'identité. Alors pourquoi certains changements semblent possibles et d'autres pas? Pourquoi certaines personnes arrivent à se transformer profondément alors que d'autres restent bloquées dans les mêmes schémas malgré toute leur bonne volonté? Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans ce podcast parce que parfois, comprendre ne suffit pas. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de te parler de la raison de ce podcast. Parce que je vois beaucoup trop de personnes au cabinet qui culpabilisent ou qui abandonnent parce qu'elles n'atteignent pas tout de suite leur objectif. J'ai envie de t'expliquer à travers ce podcast pourquoi on n'arrive pas à changer. Pourquoi malgré toute la volonté qu'on a et toute l'envie du monde, on reste dans cette addiction, dans cette relation ou encore dans ce corps qui ne nous convient plus. On va parler ici de neurosciences, de croyances, de système nerveux et bien sûr d'hypnose et de sécurité. Peut-être que tu es ici car tu as vécu cette situation et tu t'es dit que ça serait toujours comme ça. C'est justement le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Cette situation n'est pas une fatalité. Parce que comprendre ne suffit pas et c'est justement le fil rouge du podcast. Alors dans ce premier épisode, on va parler de ce qui se passe réellement quand on a envie de changer. Parce que peut-être que tu as regardé tout un tas de vidéos sur le sujet ou encore écouté des podcasts, demandé à ChatGPT comment régler ta problématique. Suivant ce qui t'arrive, tu as peut-être consulté un psy pour essayer de sortir de là, de sortir de ton schéma, de cette relation, ou alors tu as fait des régimes pour perdre du poids. Tu as peut-être essayé plusieurs méthodes pour arrêter de fumer, tu as essayé des méthodes pour passer à l'action, arrêter de procrastiner. Tu te retrouves toujours à la même case départ. Et le plus grave dans tout ça, c'est ce que tu te dis, c'est que ça ne marchera pas pour toi. Alors tu sais bien sûr ce qu'il faut faire. Tu sais certainement qu'il faut mieux dormir, qu'il faut moins scroller sur ton téléphone, qu'il faudrait faire du yoga au réveil, qu'il faut mieux manger, bouger, arrêter de fumer des cigarettes, poser tes limites, arrêter de dire oui alors que tu as envie de dire non. Tu sais aussi que cette relation, elle te fait pas du bien. D'ailleurs, tous tes potes te l'ont dit, que tu travailles trop, que t'es épuisé et que chaque jour, tu répètes toutes les habitudes qui t'éloignent de la personne que tu as envie de devenir. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu saches de très important, c'est que rien ne résiste à la répétition. Et pourtant, parfois, ça fonctionne, mais pas longtemps. Quelques jours après, quelques semaines ou quelques mois, ton ancien système se remet en route. Tes mêmes automatismes reviennent. Les mêmes excuses, les mêmes pensées, les mêmes retours en arrière. Et alors à ce moment-là, tu culpabilises. Ton dialogue intérieur est à chier. Tu te dis que t'es pas assez discipliné, que tu manques de volonté et finalement que tu n'y arriveras jamais. Et je vais te dire quelque chose d'important. Le problème, c'est pas ton manque de volonté et c'est encore moins le fait que tu ne savais pas. Le problème, c'est que comprendre ton mécanisme ne suffira pas à te transformer. Et avant de continuer, j'aimerais insister sur le fait que ce podcast n'est pas là pour t'expliquer que tu dois faire plus d'efforts, que si tu voulais vraiment changer, tu l'aurais déjà fait. Et bien au contraire. Si t'es ici, c'est certainement que t'as fait énormément d'efforts, que tu te contrôles, tu t'analyses, tu cherches des solutions, tu continues des recherches, tu te remets en question en permanence. Et tout ça probablement depuis un endroit de lutte intérieure, de tension, de peur, de culpabilité. Et quand on veut changer depuis cet espace-là où on se fouette, cela ne fonctionne pas du tout sur la durée. Et on va arrêter de rester à la surface des choses pour que tu puisses enfin te lâcher la grappe. Tu l'as compris, l'information est de plus en plus disponible partout. Avant, quand tu voulais quelque chose, tu devais aller chercher dans une bibliothèque, une librairie. Maintenant, tout a changé. On vit dans un monde où l'information est disponible absolument partout et à toute heure. Tu peux apprendre à mieux manger. Tu peux comprendre comment fonctionne le stress, améliorer ton sommeil, comment on fait pour perdre du poids, réguler tes émotions. C'est fatigant en fait, juste d'en parler. Mais d'une certaine façon, on a de la chance. Le problème, c'est que ces informations, elles sont pas toujours bonnes. Elles ne prennent pas en compte ton système dans sa globalité. Chaque individu
est différent, avec des problématiques différentes, des vécus différents et surtout des corps différents. Donc ces conseils ils ne sont pas adaptés à tout le monde. Alors le piège dans tout ça, c'est de croire que parce que tu as compris quelque chose, tu devrais automatiquement être capable de changer. Et si ça a marché pour celui qui te raconte son histoire et qui essaye de te vendre son produit, pourquoi ça ne marche pas pour toi? D'ailleurs, si c'était vrai, personne ne fumerait, personne ne repousserait ses projets, personne ne ferait de burn-out, personne ne resterait dans une relation et personne ne prendrait du poids. Si seule la connaissance suffisait ou l'information, on serait tous parfaitement alignés et on aurait tous tout ce qu'on veut. Mais c'est absolument pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas uniquement des cerveaux rationnels qui exécutent des informations ou des décisions logiques. On a aussi des corps, on a des histoires personnelles, un système nerveux, des habitudes, des mémoires, des attachements, des croyances et surtout des mécanismes de protection. Et pendant longtemps, il y a plein de choses que je voulais faire. En parallèle de mon emploi qui était très prenant, je passais mon temps et toutes mes économies à étudier les neurosciences, la PNL, l'hypnose, le Kundalini Yoga, qui présentent essentiellement des techniques de régulation du système nerveux et des hormones. Alors sur le papier, j'avais tous les outils pour changer. Je comprenais comment ça fonctionnait, je savais exactement quoi faire. Et pendant toutes ces années, une partie de moi me repoussait ou m'auto-sabotait tous les projets que j'avais envie de faire. Je n'arrivais pas à maintenir ma pratique de yoga le matin, alors que je savais qu'elle était essentielle pour moi. J'arrivais au bureau, il y avait des croissants, je pouvais m'empêcher d'en prendre un. J'avais acheté tout le matériel pour réaliser ce podcast depuis, je crois, à peu près 2 ans et demi. Et pourtant, je ne faisais rien. Je passais des semaines de retraite de yoga healthy où je me sentais super bien dans mon corps, je perdais du poids et je revenais à Lyon, dans mon ancien environnement, et je me remettais à fumer des cigarettes, à boire de l'alcool, bien plus qu'il en fallait pour avoir une hygiène de vie. Et surtout, c'était pas du tout aligné avec l'hygiène que je voulais pour une prof de yoga. Et à chaque rentrée, j'écrivais mes intentions pour cette nouvelle année, avec plein d'espoir, qui finissait toujours par s'éteindre avant la dernière semaine de septembre. Et dans cet espace, il n'y avait pas seulement de la flemme, pas seulement un manque d'organisation. Par contre, il y avait beaucoup de stress. Le regard des autres, la peur de ne pas être assez bien, la fatigue, mon système nerveux qui n'avait pas les ressources pour s'exposer davantage. Il y avait beaucoup d'ego aussi. Je pensais que j'avais tous les outils, alors pourquoi me faire accompagner par quelqu'un d'autre ? Surtout que j'avais de super résultats sur les autres au cabinet. Alors je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas sur moi. En gros, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais parce que j'y arrive pas. Alors, spoiler alerte, la première chose à intégrer, c'est que ton cerveau ne cherche absolument pas ton bonheur. Il ne cherche pas ta perte de poids. Il ne cherche pas ton arrêt du tabac. Il ne cherche pas à installer une pratique de yoga le matin et encore moins à ce que tu fasses ce nouveau projet que tu as envie de faire depuis des années. Et pendant des centaines, des milliers d'années, les humains ont vécu dans des environnements dangereux. Et les personnes qui survivaient n'étaient pas forcément les plus détendues, bien au contraire. C'était souvent celles qui repéraient le danger avant les autres. Celles qui entendaient un bruit dans les buissons et disaient si c'était un prédateur ou pas. Même quand ça n'en était pas un, valait mieux faire une erreur en pensant qu'il y avait un danger alors qu'il n'y avait rien, plutôt que faire l'erreur inverse. Parce que les conséquences, c'était pas du tout les mêmes. Dans un cas, on perd quelques secondes, dans l'autre, on perd la vie. Nous sommes donc des descendants des cerveaux extrêmement performants et aussi un petit peu paranoïaques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on continue à utiliser toujours ce même système. Sauf qu'on ne réagit pas du tout à un tigre ou à un prédateur, on réagit simplement à un mail, à un regard, à une pensée, à un entretien, à une dispute avec quelqu'un, à une notification sur un portable ou simplement à la peur d'être rejeté par quelqu'un. Ton cerveau moderne vit dans un monde nouveau avec un système d'alarme complètement archaïque. Et les habitudes de vie qu'on a aujourd'hui, elles n'ont rien pour arranger cela. Tout est fait pour déréguler ton système nerveux. Plein de notifications, plein d'informations, du béton parce que peut-être que tu vis en ville, loin de la nature, des vêtements synthétiques qui te déconnectent encore plus et surtout l'exigence de l'immédiateté. Dans la plupart des jobs,
Il faut tout de suite répondre au téléphone ou au mail. Et cela va aussi pour ta vie perso. Résultat, on n'a jamais eu autant de burn-out et de système nerveux complètement dérégulé. Sans compter notre alimentation qui est bourrée de produits chimiques. Alors avec tout ça, ton système est toujours sur le qui-vive à se demander est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je peux me détendre? Ou alors il vaut mieux que je me protège. Alors ajouter une nouveauté, un changement de comportement là-dessus, pour lui, c'est pas possible. Hors de question d'ajouter de l'inconnu, puisque c'est juste une menace de plus. Et c'est pour cela que certaines personnes restent attachées à des fonctionnements qui les font souffrir. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que ce fonctionnement est juste connu et familier. La deuxième chose à intégrer, c'est que ton cerveau fonctionne avec des neurones et des synapses. Alors, pour comprendre, imagine une immense forêt, au départ avec aucun chemin. Puis quelqu'un passe une première fois. L'herbe se couche légèrement, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis 100 fois, puis 1000 fois. Et petit à petit, un sentier apparaît. Et plus le sentier est emprunté, plus il devient facile de l'utiliser. Et ton cerveau, il fonctionne un peu de la même façon. Chaque pensée qui est répétée, chaque émotion, chaque réaction qui est répétée, renforce les circuits de tes neurones. C'est ce qu'on appelle la neuroplastie. Alors si pendant des années, ton cerveau a pris des chemins comme je ne suis pas à la hauteur, je dois faire attention, contrôler, je dois faire tout bien comme il faut pour être aimé. Alors ces chemins deviennent des autoroutes neuronales. Ton cerveau les emprunte automatiquement, non pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils sont familiers pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut créer des nouveaux chemins. Mais comme dans une forêt, au début, le nouveau chemin est beaucoup moins évident. Il demande plus de conscience, plus d'attention, plus de répétition, jusqu'au moment où il deviendra naturel. Et la troisième chose importante, c'est de comprendre pourquoi ton système nerveux t'empêche de changer. Pourquoi tu perds tes moyens quand tu es stressé. Et ça, c'est essentiel pour comprendre pourquoi la volonté, elle suffira jamais. Dans ton cerveau, il y a la partie cortex préfrontal. C'est la partie qui te permet d'enregistrer tes réflexions, d'analyser, de planifier, de réguler tes émotions et de prévoir des petites stratégies pour tes nouveaux changements. Le problème, c'est que quand ton cerveau détecte une menace, il change totalement de priorité. Il cherche à te maintenir en vie et alors ton énergie est complètement redirigée vers ton système de survie, qu'on pourrait appeler le cerveau émotionnel. C'est comme si les liaisons logiques étaient coupées, sectionnées et que les circuits automatiques prenaient davantage de place. Et c'est à ce moment-là que tu prends le croissant au petit déjeuner quand ça arrive, alors que tu t'es promis de pas le faire, que tu allumes ta première cigarette ou que tu fuis cette relation qui finalement était peut-être une bonne chose pour toi. Et c'est pour ça qu'une personne peut sortir d'une séance de thérapie ou encore d'une vidéo YouTube, d'un podcast ou autre et se dire « ça y est, j'ai compris, je comprends parfaitement pourquoi je fais ça » et recommencer exactement la même chose 3 jours plus tard. Parce que comprendre, c'est une fonction de ton cortex préfrontal. Mais lorsqu'un déclencheur émotionnel apparaît, c'est plus lui qui commande. Quand ton système nerveux se met en danger, il choisira toujours la survie avant le changement. On va prendre l'exemple de la perte de poids parce que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde. Et la plupart des gens savent quoi faire. Comme on l'a dit, on sait quoi manger, on sait qu'il faut écouter sa satiété, bouger davantage et arrêter de compenser ses émotions avec la nourriture. On manque pas du tout d'informations. Alors pourquoi est-ce que la personne, elle craque le soir? Pourquoi elle mange alors qu'elle a pas faim? Pourquoi elle a des envies de sucre, de gras, de réconfort? Pourquoi elle commence des nouvelles routines puis elle abandonne? Pourquoi elle n'arrive pas à perdre du poids? Ou alors elle perd du poids mais elle reprend. Et parfois elle reprend même encore plus fort. Et la réaction classique, ça serait de se dire j'y arrive pas, je manque de discipline. C'est fait pour les autres mais pas pour moi. La vraie question, c'est pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à contrôler. La vraie question, c'est qu'est-ce que ce comportement m'apporte? Est-ce qu'il m'apaise? Est-ce qu'il m'anesthésie? Est-ce qu'il m'aide à tenir? Est-ce qu'il me donne une sensation de douceur dans une journée qui est trop dure pour moi? Est-ce qu'il m'évite de ressentir quelque chose? Est-ce qu'il me protège? Ou est-ce que c'est simplement une habitude que j'ai mis en place, qui m'a servi autrefois,
mais qui me sert plus aujourd'hui? Est-ce que c'est un programme? Et toutes ces questions, elles sont beaucoup plus intéressantes que pourquoi je manque de volonté. Parce qu'elles ouvrent enfin une porte. Elles arrêtent de culpabiliser. Elles te permettent de comprendre le fonctionnement de ton comportement. Et en hypnose et dans beaucoup d'approches thérapeutiques, on regarde souvent le symptôme autrement. On ne se demande pas comment on va le supprimer le plus vite possible. On se demande plutôt à quoi il sert. Qu'est-ce qu'il exprime, ce comportement? Qu'est-ce qu'il tente de réguler? Qu'est-ce qu'il tente de protéger? Cela ne veut pas dire qu'on va garder le symptôme, ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner. Mais avant de vouloir supprimer ton comportement, c'est important de comprendre pourquoi une partie de toi préfère encore le garder. Parce que si ce comportement, il est encore là, même s'il est inconfortable ou envahissant, même s'il te fait souffrir, il a certainement une logique interne. Et parfois, c'est compliqué de le déceler. Surtout seul. Parce que c'est une logique qui est bien souvent complètement irrationnelle et inconsciente. C'est une logique de protection, c'est une logique de régulation et d'adaptation. Un jour, ça a été utile pour ton inconscient de le mettre en place. Et sans doute que tu t'en souviens pas. C'est peut-être quelque chose que tu as installé il y a très longtemps, peut-être même enfant. Mais par contre, lui, ton programme interne, il s'en souvient. Et ton inconscient, il a enregistré que c'était la bonne méthode et l'a répété tellement de fois qu'il est maintenant compliqué de l'enlever ou de le changer. La bonne nouvelle, c'est que quand tu respectes cette logique en accompagnement, souvent parce qu'il est difficile de le déceler tout seul, mais alors ton changement devient alors enfin possible. Et parfois, un comportement s'arrête tout seul quand tu reçois une bonne prise de conscience, suffisamment importante. Alors parfois, c'est un peu plus inconfortable, c'est un choc, la perte de quelqu'un, un déclic, juste en se regardant dans le miroir, quelque chose qui fait que cette situation, elle est plus supportable. Mais comprendre, ce n'est pas ressentir. Il y a une différence entre comprendre quelque chose et le ressentir dans le corps. On peut comprendre qu'on a de la valeur sans ressentir sa valeur. On peut comprendre qu'on doit poser des limites sans se sentir capable de le faire. Et surtout de supporter ce qui va se passer derrière, les conséquences et le conflit. On peut comprendre qu'on est en sécurité aujourd'hui, alors que notre corps réagit encore, comme si le danger était présent. On peut comprendre qu'on doit prendre soin de soi, tout en ayant une partie à l'intérieur de soi qui croit que on doit travailler dur pour mériter, que l'amour se mérite, que le repos se mérite. Et c'est pour ça que certaines prises de conscience soulagent sur le moment, mais elles ne changent pas le comportement dans la profondeur. Parce que la transformation, elle passe pas uniquement par la compréhension intellectuelle, elle se passe aussi dans l'intégration corporelle, émotionnelle et nerveuse. C'est là que l'hypnose, le travail thérapeutique et la régulation du système nerveux, ou encore d'autres pratiques corporelles, peuvent devenir indispensables. Mais il y a des choses qu'on peut faire seul. Et c'est important de le dire. C'est même essentiel. On peut observer ses propres comportements. On peut lire, on peut pratiquer. La respiration, la marche, tenir un journal, mettre en place des routines, des rituels. On peut déjà beaucoup avancer tout seul. Mais il y a un moment, on tourne en rond dans son propre système parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est dedans. Parce que certaines croyances sont tellement ancrées à l'intérieur de toi. Elles ressemblent à des vérités, parce que certains mécanismes de protection se sont mis en place très tôt, ou dans des périodes où tu n'avais pas les ressources. Et parce qu'une partie de toi peut vouloir changer, pendant qu'une autre partie a très peur du changement. Quand tu consultes un thérapeute, il ne doit pas te dire qu'est-ce que tu dois faire, comme si tu étais incapable de penser par toi-même. Il ne sait pas mieux que toi ce qui est bon pour toi. Son rôle, c'est plutôt de créer un espace là où c'est confus pour que ça devienne un peu plus clair pour toi, pour voir ce qui bloque et faire une approche complètement différente, essayer un autre point de vue que tu pouvais malheureusement pas avoir tout seul. Peut-être que tout ça c'est encore inconnu pour toi, qu'il y a des jugements, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être accueillies dans ton corps et progressivement tu pourras apprendre qu'il existe d'autres options que la lutte, le contrôle. Et parfois, c'est exactement ce qui manque. Un espace suffisamment sécurisant pour que le changement puisse être vécu et surtout pour que tu arrêtes de considérer ça comme une menace, ou plutôt ton inconscient, puisque souvent,
tu ne t'en rends pas compte. Alors il y a encore pas mal de choses à dire sur le sujet, mais je pense que pour cet épisode, ça sera déjà pas mal. Et si tu devais retenir une chose de cet épisode, ça serait celle-ci. Si tu sais ce que tu dois faire, mais que tu n'y arrives pas, cela ne veut pas dire que tu manques de volonté. Cela peut vouloir dire qu'une partie de toi est fatiguée. Cela peut vouloir dire qu'une partie de toi est en protection. Cela peut vouloir dire que ton système nerveux est encore en mode survie. Cela peut vouloir dire qu'une croyance inconsciente freine ton changement. Cela peut vouloir dire que le comportement que tu veux supprimer t'apporte quelque chose, même si ce quelque chose a un coût. Et c'est justement là que le travail devient intéressant, non pas pour se juger davantage, mais simplement pour devenir curieux de toi. Et avant de te proposer une courte expérience d'auto-hypnose, je vais te donner l'exercice de la semaine. Alors, je te propose de choisir un comportement que tu aimerais modifier, un seul, pas 10. Ça peut être une compulsion alimentaire, le fait de repousser une tâche, de scroller trop longtemps, le fait de dire oui alors que tu penses non, le fait de te coucher trop tard, ou alors n'importe quel autre comportement qui te donne l'impression de ne pas être libre. Et alors, pendant quelques jours, ne cherche pas à le changer. Simplement, observe-le. Et pose-toi cette question. Si ce comportement était une tentative de m'aider, que chercherait-il à faire pour moi ? Est-ce qu'il cherche à me calmer, à m'éviter une émotion, à me donner du réconfort, à me protéger du regard des autres, à éviter un risque ou à me permettre de tenir dans ce moment ? Et note ce qui vient, sans te censurer. Le but, c'est pas de trouver la bonne réponse. Le but, c'est juste de changer de posture, de passer du jugement à la curiosité. Et pour terminer sur le sujet, je vais te proposer une séance hypnotique, une mini-expérience guidée. Déjà, vérifie que tu es dans un endroit en sécurité où tu peux faire cette expérience. Ne fais pas cet exercice si tu es en train de conduire ou si tu as besoin d'être pleinement attentif à ton environnement. Si c'est le cas, tu pourras le faire à un autre moment de la journée. Une fois que tu es bien installé, tu vas simplement fermer les yeux ou alors les garder ouverts en laissant le regard se poser quelque part devant toi. Et prends une grande inspiration par le nez, tranquille. Et laisse l'expiration se faire un peu plus longue par la bouche. Et encore une fois, inspire profondément et expire lentement. Tu n'as rien à réussir, rien à forcer, rien à prouver. Imagine maintenant que ton comportement que tu aimerais changer se trouve devant toi. Pas en toi, devant toi. Comme si tu pouvais l'observer avec un peu plus de distance, encore un peu plus loin. Et peut-être que ce comportement a une forme. Peut-être qu'il a une couleur. Peut-être qu'il a une sensation. Peut-être qu'il n'a pas d'image précise. Peut-être qu'il est fixe. Peut-être qu'il bouge. Peut-être qu'il pulse. Peut-être qu'il tourne. Et prends simplement un instant pour le regarder, l'observer, sans l'attaquer.
sans lui dire qu'il est nul, sans lui dire qu'il doit disparaître, sans lui faire la guerre, juste en le regardant, comme quelque chose qui peut-être a essayé de t'aider à sa façon. Et intérieurement, tu peux lui poser cette question. Qu'essaies-tu de faire pour moi ? Puis laisse un silence. Peut-être qu'une réponse vient. Peut-être une phrase, une image, une émotion, une sensation dans le corps. Peut-être rien du tout, mais tout est correct. Et tu peux maintenant lui demander : de quoi aurais-tu besoin pour ne plus avoir à fonctionner de cette manière ? Et là encore, laisse venir ce qui vient. Peut-être un besoin de repos, de sécurité, de douceur, de reconnaissance, de limites, de soutien, de protection, de temps. Et si rien ne vient, ce n'est pas grave. Le simple fait de poser la question commence déjà à créer un autre rapport à toi-même. Prends maintenant une inspiration un peu plus profonde et sens le contact de ton corps avec le support. Sens tes pieds, tes mains, ton visage. Et quand tu seras prêt ou prête, tu peux rouvrir les yeux, revenir ici, maintenant, à ton rythme. Dans le prochain épisode, on va aller plus loin en parlant des croyances invisibles. Ces petites phrases intérieures qu'on remet plus en question. Des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« je manque de volonté »,« c'est toujours comme ça pour moi »,« je dois souffrir pour obtenir des résultats »,« je peux pas changer »,« je suis trop comme ci, pas assez comme ça ». On verra comment ces croyances peuvent diriger nos choix, nos émotions et nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, on va commencer à les repérer. Si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager à une personne qui a tendance à beaucoup se juger parce qu'elle n'arrive pas à changer aussi vite qu'elle le voudrait. Et si tu sens que tu tournes en rond avec un comportement, une difficulté, une compulsion, de l'anxiété ou une relation à ton corps ou un blocage qui revient malgré tout ce que tu as déjà compris, je peux encore prendre quelques clients au cabinet à Lyon ou alors en visio. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.